Rwanda, la vérité sur l'opération Turquoise. C'est le titre de l'ouvrage que notre invité Afrique d'aujourd'hui, sur plus de 650 pages, le journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais Charles Onana a jeté un pavé dans la mare. Oser remettre en cause, preuve à l'appui, la doxa voulant que le génocide des Tutsis au Rwanda ait été planifié par les autorités rwandaises de l'époque et que la France ait été impliquée dans ce génocide en armant les Hutus. Revenons sur les faits. Le 22 juin 1994, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorise, par la résolution 929, le déploiement d'une force multinationale sous commandement français au Zaïre. Le président Mobutu était toujours en vie à l'époque, et au Rwanda. C'est l'envoi de cette force, appelée Opération Turquoise, après l'attentat contre le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana, qui a également coûté la vie à son homologue burundais le 6 avril 1994, et alors que les tueries en masse avaient commencé, qui est mise en cause, y compris au sein de l'armée française. En effet, depuis 25 ans, journalistes, membres d'ONG, chercheurs et surtout les tenants du régime de Paul Kagame, devenu président du Rwanda en septembre 2000, mais qui luttait à l'époque au sein des forces révolutionnaires appelées Front patriotique du Rwanda, le FPR, accuse la France d'avoir participé à la préparation puis à l'exécution du génocide des Tutsis par les Hutus, qui a fait plus d'1 million de morts. Docteur en sciences politiques, diplômé de l'université Jean Moulin, Lyon 3, où il a soutenu sa thèse en décembre 2017, Charles Onana est un spécialiste des Grands Lacs et des conflits armés, en plus de ses écrits concernant le génocide au Rwanda. Il est également connu pour son travail de pionnier sur l'histoire des tirailleurs africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également dirigé l'Organisation panafricaine des journalistes indépendants au sein de laquelle il a mené une enquête sur l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je le disais en introduction, je le rappelais, vous aimez les sujets difficiles. Mais pourquoi ce livre qui revisite l'opération Turquoise et les génocides rwandais, maintenant et dans quel but ? C'est très simple, c'est parce que l'histoire officielle est fausse, et c'est surtout parce que pendant 25 ans, on a essayé de nous imposer une version, alors même que des archives étaient ouvertes aux États-Unis et dans d'autres pays, mais enfin, tous les pays ne veulent pas ouvrir leurs archives, et on comprend pourquoi. Mais lorsque j'ai consulté les archives des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'on nous a beaucoup menti. Et donc, j'ai essayé tout simplement de faire avancer le débat, de permettre qu'on sorte progressivement de la zone émotionnelle pour aller vers la zone rationnelle pour que les gens comprennent réellement ce qui s'est passé. Je crois que vous avez travaillé pendant 10 ans pour ce livre, donc c'est la raison pour laquelle ça sort maintenant ou il y a une raison particulière dans l'actualité ? Non, il y avait tout simplement le fait que j'avais accédé à beaucoup d'archives, mais je n'avais pas encore accédé à une bonne partie des archives du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que c'est là-bas que les choses se sont décidées. Et en accédant à ces archives-là, j'ai pu me rendre compte que la plupart des choses qui étaient connues, eh bien, ne correspondaient pas à ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu que on puisse avoir à la fois les différentes positions des acteurs, mais surtout qu'on identifie tous les acteurs extérieurs qui ont participé à cette tragédie. Donc votre livre est vraiment, selon la manière dont on le vend, c'est-à-dire qu'il est vraiment plein de révélations nouvelles. Absolument, beaucoup. On y reviendra. Mais dites-moi, alors est-ce que vous avez été surpris par les réactions à la sortie de votre livre, qui vient donc de paraître ? Vous savez que l'on vous traite de révisionniste, voire de négationniste. Que répondez-vous à vos détracteurs ? D'abord, que je n'ai pas l'habitude d'insulter ou d'injurier des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est mon éducation. On m'a appris à être poli, correct vis-à-vis des gens quand ils pensent ou quand ils disent des choses. Alors, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas avec des injures qu'on fait avancer le débat, d'abord, et ensuite, ce n'est pas avec ça qu'on fait avancer le débat scientifique. Moi, je mets des choses sur la table,
les gens qui ne sont pas d'accord devraient apporter des choses contradictoires ou suffisamment d'éléments plus forts que les miens. Alors, si on est réduit à m'injurier, je considère que ceux qui m'injurient n'ont pas grand-chose dans les mains. Alors, dans votre livre, vous faites très justement remarquer que le génocide au Rwanda, peut-être que génocide, c'est contestable, puisque ça suppose une préparation en amont, et deuxièmement, que faire un parallèle avec le génocide des Juifs, c'est quand même très abusif. Pourquoi ? Alors, deux choses. La première chose, c'est que le gouvernement rwandais actuel a martelé pendant des années que la tragédie du Rwanda était planifié par les Hutus, sauf que le président Hutu Juvenal Habyarimana est mort avant le début des massacres, et que le gouvernement qui est arrivé après lui n'a jamais travaillé avec Habyarimana. Donc il y a déjà d'entrée de jeu un problème. Donc il y a un hiatus, ça s'appelle. Il y a un problème. Donc alors le deuxième élément, c'est que le tribunal pénal international a démontré à travers tous les procès qu'il n'y a jamais eu de planification. Alors s'il n'y a pas eu de planification, qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes. La deuxième grosse erreur, et là je trouve vraiment scandaleux, c'est que on compare les événements du Rwanda à la tragédie qu'ont connue les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai travaillé quand même sur les tirailleurs africains, le rôle des Africains pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne vois pas, sur le plan sociologique, sur le plan politique et sur le plan militaire, comment on peut comparer le peuple juif qui a subi une tragédie, une horreur comme celle qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, comment on peut comparer ça avec des gens qui se battaient pour la conquête du pouvoir? Parce que le problème entre Hutu et Tutsi, c'est que les uns sont au pouvoir et les autres veulent prendre le pouvoir que détiennent les premiers. Donc je ne comprends pas pourquoi même les intellectuels juifs acceptent qu'on puisse faire un tel amalgame. Je trouve que vraiment... Pas de négationnisme de votre part. Mais absolument pas. D'ailleurs, le terme de négationnisme vient justement des événements de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi on essaye d'en faire une extension sur le dossier du Rwanda aussi loin dans la brosse africaine. Ça n'est pas, je dirais, convenable et ce n'est pas très sage. Alors, tout de même, permettez-moi de vous faire remarquer que vous cherchez un peu la controverse, puisque, par exemple, vous n'hésitez pas à dédicacer votre livre à Pierre Péan, qui est décédé en juillet dernier. Donc ça a dû être une grosse perte pour vous d'ailleurs. Or, en son temps, lui-même avait été accusé par ses détracteurs d'avoir écrit un livre sur commande, juste pour minimiser les responsabilités françaises dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Or, votre livre, à vous, La vérité sur l'opération turquoise, c'est la suite de Noir Fureur, Blanc Menteur, qui était le titre du livre de Péan en son temps. Et dans ce cas, assumez-vous les accusations d'ethnicisme déjà portées contre votre prédécesseur? Alors, d'abord, je dois dire une chose, c'est que Pierre Péan avait même été accusé d'être raciste. Alors, ce qui pour moi était insupportable de connaître Péan depuis des années, et de savoir tout ce qu'il a fait. Il était le premier à sortir Affaires africaines pour dénoncer les turpitudes de la France en Afrique. Donc, traiter ce monsieur de raciste, pour moi, c'était un scandale. Et d'ailleurs, je suis allé le défendre devant la 17e chambre pour dire que, eh bien, ce que Pierre Péan avait dit, moi aussi je l'avais dit. Mais moi, on ne m'a jamais accusé d'être raciste. Donc, je trouvais que ce qui était fait contre lui était profondément, intellectuellement malhonnête. La deuxième chose, c'est que ce que dit Péan, ce n'était pas un livre de commande, parce que j'ai longuement travaillé avec Péan depuis des années sur d'autres dossiers. Mais son entrée dans le dossier du Rwanda s'est aussi fait un peu par mon biais, par mon canal, parce que je dirais que j'ai beaucoup influencé aussi Péan pour qu'il travaille sur cette affaire. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait comme une force d'inertie en France. Il y avait des accusations qui étaient portées contre la France de façon systématique, mais on ne regardait pas tous les autres acteurs qui étaient impliqués dans ce dossier. Mais plus grave, c'est que on ne considérait pas que d'autres personnes dans la communauté rwandaise avaient subi des massacres tout aussi atroces. Tout à fait. Et tout cela, vous parlez du cas, par exemple, de la minorité Hutu. Les Touas qui sont la première minorité au Rwanda, mais
mais leur cas a été complètement éteint. Enfin, ça n'est que 1%, si je peux me permettre. Mais c'est justement pour cela que c'est très important. Parce que s'ils étaient 1% avant la tragédie, combien sont-ils? En existe-t-il encore, d'ailleurs? Et donc, je pensais que cette façon de faire n'était pas d'abord bonne dans la façon de raconter l'histoire, mais ce n'était pas bon non plus pour obtenir la réconciliation entre Rwandais. Parce qu'on ne va pas les laisser en les stigmatisant de façon permanente et éternelle. Il va falloir qu'à un moment donné, ils finissent par se réconcilier, et on ne peut pas se réconcilier sans vérité. Alors, vous en parlez tout à l'heure, vous avez eu accès à des archives que, enfin, nul autre n'avait consulté, en tout cas auparavant. Mais ce travail remarquable que vous avez fait, il pose quand même la question, d'ailleurs, dans la préface, le colonel Luc Marshall, l'ancien commandant des casques bleus de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, secteur Kigali, le souligne lui-même. Mais comment se fait-il, d'une certaine façon, que vous ayez, vous, eu accès à ces archives et pas d'autres, et notamment, je pense bien sûr à la flopée de juges français qui ont enquêté notamment sur l'assassinat de Juvénal à Bigirimana, le président rwandais. Non, mais je me suis rendu compte qu'en fait, vous savez, il y a des grandes puissances qui sont mêlées à cette affaire, beaucoup de grandes puissances, et notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Et puis, en France, j'ai eu l'impression que parler des États-Unis, c'est très difficile. Et je me suis rendu compte que le premier élément d'ailleurs qui m'a frappé, c'est la commission d'enquête parlementaire, ce qu'on appelle la mission d'information. Dans la mission d'information a peu parlé du rôle des États-Unis. Il y a une phrase, je dirais, soyons honnêtes, un paragraphe pour parler du rôle des États-Unis et surtout pour dire qu'il n'y a pas eu de complot américain. Bon, le mot complot ne me convient pas du tout et je n'aime pas l'utiliser parce qu'il ne veut plus dire grand-chose. Mais quand les États-Unis ont ouvert leurs archives en 2001 et que on a Mais pourquoi les ont-ils ouverts que en 2001 ? Mais je n'en sais rien, mais probablement parce qu'ils se sont dit... Il y avait... Non, je pense que comme on avait changé de régime, on s'est dit que on peut sortir les archives qui dataient de l'époque de Clinton. Donc pour les républicains, ils ne se sentaient pas totalement concernés par ce dossier. Mais ce qui était important, c'est que les Américains, dans leurs propres archives, montrent quel est leur degré d'implication dans l'histoire. Et il a fallu attendre presque 17 ans. C'est en 2017 qu'une journaliste britannique dans The Guardian sort une information parlant du rôle secret des États-Unis dans la tragédie du Rwanda, dans le génocide du Rwanda. Mais je me rends compte que en 1998, lorsque les parlementaires français décident de travailler sur cette affaire, et ils ont quand même la possibilité d'interroger beaucoup de gens, ils interrogent un seul responsable américain, M. Herman Cohen. Et pas d'autres personnes. Mais quand vous voyez les câbles diplomatiques américains, quand vous voyez les rapports des États-Unis, de la CIA, du Pentagone et du département d'État américain, vous êtes quand même frappé par le fait que cette histoire est... Si vous me permettez, les sénateurs français n'ont pas si mal choisi, puisque Herman Cohen était justement au cœur, au fait, aussi. Oui, en fait, l'idée américaine, c'était de faire tomber Mobutu. Oui, depuis 1992. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans ce qui se passe en 93-94, on a besoin de savoir quel est le rôle que jouent les Américains dedans. Et personne ne veut en parler. Et le problème, c'est que ce que j'apporte aujourd'hui comme élément important, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le rôle de la France dans cette affaire n'est pas aussi important que celui des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Parce qu'au Conseil de sécurité, ceux qui décident pendant les 2 mois qui vont être les 2 mois d'horreur et de massacre au Rwanda, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui prennent des positions pour dire qu'on ne part pas. Sans déflorer votre livre, parce que vous voulez quand même que les gens l'achètent et le lisent, oui. Quelle est la responsabilité des Américains dans le génocide au Rwanda ? Elle est centrale. Elle est centrale pourquoi ? Parce que pendant les négociations de paix, les négociations d'Arusha, il est question de partage de pouvoir entre Hutu et Tutsi. Et les deux parties, l'OFPR de Kagame, signent les accords d'Arusha pour obtenir le partage du pouvoir. Et ce partage du pouvoir va encore beaucoup plus loin parce que on finit par donner un pourcentage très important aux rebelles dans l'armée. C'est-à-dire que l'OFPR de Paul Kagame allait devenir une force beaucoup plus importante que l'armée Hutu qui était là depuis des années. Mais avant que ces accords ne soient mis à exécution, c'est là qu'on décide d'éliminer le président Juvénal Habyarimana.
Et les Américains, une fois que cet attentat a lieu, au lieu de demander qu'on revienne donc aux accords d'Arusha, ce que demandent les autorités et les Français, ils disent non. Ils laissent pendant 2 mois, les massacres se dérouler. Mais quand je fouille dans les archives du Conseil de sécurité, mais pourquoi ils font ça en accord avec le FPR? C'est parce que le FPR avait une supériorité militaire. C'est-à-dire que le FPR... Donc ils ont joué la carte militaire sur le terrain. Voilà. Et ils ont parié sur Kagame d'une certaine façon. Ils ont parié sur Kagame. Il n'était pas encore le numéro 1. Il faut quand même rendre à l'histoire ce qu'il appartient. C'est lui qui était... Il était le commandant militaire. C'était le commandant militaire. Et donc, on savait qu'une fois qu'il remporte la victoire militaire, il n'y aura plus de partage de pouvoir entre Hutu et Tutsi. Et c'est de ça dont on ne veut pas parler. Parce que depuis 25 ans, on nous parle du génocide pour que nous n'ayons pas à parler de pourquoi les accords d'Arusha n'ont pas été appliqués. Et si les accords d'Arusha n'ont pas été appliqués, pourquoi on a tué Habyarimana? Et qui a tué le président Habyarimana? Alors, qui a tué Habyarimana? 2 présidents. Moi, je l'ai dit en 2002, en disant que le président Kagame est l'auteur de cette affaire. Pourquoi? Thèse reprise par Péan, qui avait été contestée ensuite, qui n'a pas été entérinée par les juges français. Alors, ce qui est quand même important, c'est que lorsque le président Kagame a quand même déposé une plainte devant la 17e chambre contre moi, il n'y avait pas que le président rwandais, il y avait l'État rwandais. Donc, j'ai eu 2 grandes plaintes qui ont été retirées 48 heures avant le début du procès. Donc, pour moi, le président Kagame donnait là un aveu public de son rôle. Parce que vous ne déposez pas une plainte contre un journaliste et retirez ça, alors que juste au moment où on vous dépose les preuves pour montrer votre rôle. Donc, je pense effectivement que c'est l'assassinat d'Habyarimana. Vous savez que, par exemple, aujourd'hui en France, la plainte sur l'assassinat du président Habyarimana n'a toujours pas abouti. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors qu'on a jugé tous les Hutus devant le tribunal pénal international, l'ancienne procureure Louise Arbour, qui était la Canadienne, a fini par dire que finalement Kagame avait fait des pressions sur le tribunal pénal international pour que on ne fasse pas de la lumière sur l'attentat. Le procureur Carla Del Ponte s'est retrouvée mise à l'extérieur, sortie de son poste de procureur, parce qu'elle a voulu commencer à regarder ce que le FPR faisait. Donc, si vous voulez, on a construit une histoire erronée, une histoire fausse, pour nous faire entendre un seul son de cloche. Et moi, je voulais que on essaye d'avoir l'ensemble des éléments qui permettent à chacun de se faire une opinion objective sur ce qui s'est réellement passé. D'accord. Donc, dans les archives que vous avez consultées, dont vous rendez compte dans votre livre, qui fait 650 pages, je rappelle, donc qui est quand même assez volumineux. Oui, et qui n'est pas attaqué jusqu'à présent. Vous apportez la preuve, donc, que les Américains avaient parié donc sur la victoire militaire du FPR et donc sur Kagame, d'une certaine façon. Alors, j'apporte beaucoup d'éléments. D'abord, les premiers éléments qui montrent que le FPR, pendant les négociations d'Arusha, les Américains ont toujours soutenu Kagame à travers le représentant, l'attaché militaire qui était sur place, Madame Joyce Leader. Et je montre également que une fois que les massacres ont eu lieu, les États-Unis ont refusé qu'on puisse avoir sur le terrain une force multinationale qui allait arrêter les massacres des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et l'autre volet que j'apporte, c'est que finalement, pendant cette période-là, les États-Unis vont déployer militairement des forces en Ouganda. Et ces forces vont être ramenées à Kigali pour consolider militairement le pouvoir de Kagame. Pourquoi? Parce que les Américains redoutaient que une fois les Hutus sortis vers le Zaïre, peut-être qu'ils peuvent revenir attaquer le Rwanda pour prendre le pouvoir. Donc il a fallu renforcer militairement Kagame à Kigali pour que personne ne puisse jamais venir menacer ou gêner son pouvoir. D'ailleurs, les quelques Hutus qui ont pu passer côté Goma ont été massacrés ensuite. Ils ont été massivement massacrés et je pense, et j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire-là, c'était que toute cette aide à Kagame, c'était pourquoi? C'était pour obtenir les mines de coltan et des diamants à l'est du Congo. Parce que les gens ne comprennent pas. Et, bon, on reste sur le massacre, etc. Mais on a laissé tout ça se faire
parce que ceux qui voulaient mettre Kagame au pouvoir devaient être récompensés par les mines de coltan et des diamants en République démocratique du Congo. C'est pour ça que la République démocratique du Congo aujourd'hui vit une situation terrible, c'est-à-dire qu'on a dépassé le nombre de morts qu'il y a eu dans la tragédie rwandaise. C'est-à-dire on a dépassé l'ensemble de la population rwandaise de 1994, c'est-à-dire près de 6 millions de personnes. On est à près de 10 millions de morts au Congo et personne ne veut en parler parce que parler de ces morts-là signifie interroger le rôle et l'action de Kagame et du Rwanda sur le territoire congolais. Et tout à fait. Et d'ailleurs, Herman Cohen a dû le dire au sénateur français, puisqu'il me l'a dit moi en interview, il y a eu un lâchage des États-Unis de Mobutu. Parce que le pari a été mis sur la tête de Kagame. Alors, j'apporte des éléments très précis dans le livre qui montrent que pendant toute la période des négociations d'Arusha, les Américains ont exercé des pressions sur les Belges et sur les Français de lâcher le président Mobutu parce que leur objectif, c'était que le président Mobutu soit renversé à peu près au même moment. Et donc, quand les Français ont naïvement pris la décision, je parle là du président Mitterrand, qui n'était pas naïf, lui. Il savait très bien ce qui était en train de se passer. Mais son premier ministre, Édouard Balladur, quand il a dit non, il faut qu'on fasse l'opération turquoise au Zaïre, c'est-à-dire le déploiement de l'opération turquoise, c'était à Goma. Mais le premier ministre Balladur n'a pas compris que, en fait, Goma était l'aéroport international du trafic de diamants et de coltan que ceux qui avaient placé Kagame au pouvoir allaient utiliser après pour exploiter les ressources du Zaïre. Voilà la stratégie qui a été utilisée. Et quand on ne comprend pas cette interaction entre les mines de coltan et de diamants et de tous les minerais de l'Est du Congo, on ne comprend pas ce qui se passe sur ce qu'on va appeler le génocide au Rwanda. D'accord, oui. Alors justement, donc pour résumer, ce que votre livre apporte, la vérité sur l'opération turquoise, c'est donc la dimension géopolitique. Si la dimension géopolitique, c'est qu'on comprenne que la prise de pouvoir de Kagame est liée au renversement de Mobutu, puisqu'en 97, c'est Kagame qui vient renverser le maréchal Mobutu avec l'aide des États-Unis et de l'Ouganda. Qui, soit dit en passant, beaucoup de Congolais ont toujours soutenu cette thèse et ne sont pas du tout entendus jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ils ont des éléments de preuve. C'est-à-dire que... je vais encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'invasion masquée du Zaïre en 94, quand j'ai analysé la stratégie militaire d'occupation territoriale du Rwanda, je me suis rendu compte que Paul Kagame a fermé la frontière avec la Tanzanie, a fermé la frontière avec le Burundi, et toutes les populations étaient dirigées vers l'est du Congo, parce que il y avait en prévision d'envahir le Congo. Mais on ne pouvait pas envahir le Congo comme ça, brutalement, militairement. Il fallait qu'on trouve un prétexte. Et le prétexte, c'était lequel ? Qu'il y a des génocidaires qui sont réfugiés à l'est du Congo. Tout à fait. Et depuis plusieurs années, les génocidaires se trouvent autour des mines de diamants et de coltan de la République démocratique du Congo, dans lequel on trouve de nombreux rapports des Nations Unies qui démontrent que le Rwanda pille les richesses du Congo et vend le coltan à Kigali. D'accord. Alors, dans votre livre, vous avez aussi beaucoup parlé du rôle du FPR qui n'était pas tellement mis en avant, justement. Mais bon, ça a été quand même pas mal développé auparavant. Il y a un élément ou deux éléments nouveaux, très nouveaux, sur le rôle du rôle du FPR que vous avez mis en avant. C'est que, par exemple, Médecins sans frontières, qui était sur place, organisation humanitaire respectée et respectable, qui a des populations, qui voit des populations tuées sur le terrain. Les membres de MSF qui sont sur place envoient les rapports disant que les Hutus sont en train de massacrer les Tutsis. MSF dénonce ces massacres. Les mêmes membres de MSF envoient des rapports disant que les rebelles Tutsis sont en train de massacrer les Hutus et les Twa. Et tous ces rapports sont censurés au bureau international de MSF. Oui, donc c'est bien là aussi, en tout cas un hint, comme on dit en anglais, un élément qui permet de penser qu'il y a eu une falsification de l'histoire. Il y a une falsification de l'histoire. Donc, je pense que les dirigeants de la section internationale de MSF ne peuvent vraiment pas se regarder dans la glace en disant qu'ils ont dit la vérité en 94 sur tous les massacres.
contre les Rwandais. Bon, et ça, je pense que c'est important. À eux en tirer les conséquences. Alors maintenant, les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui de cette affaire. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est que bon, d'une certaine façon, en défendant l'honneur de l'armée française, comme un peu ça a été pour la présentation de votre livre a été faite un peu comme ça. Est-ce que d'une certaine façon, vous en prenez pas à la politique étrangère de la France qui a travaillé sur la réconciliation avec le Rwanda? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en porte-à-faux par rapport à tout ce que les présidents français ont fait depuis François Hollande pour se rapprocher du Rwanda, se réconcilier avec le Rwanda? Non, je pense qu'il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Bon, d'ailleurs, les militaires français se sont indignés lorsque M. Sarkozy avait prôné le rapprochement avec le Rwanda, alors que c'est le Rwanda qui avait rompu les relations diplomatiques avec la France. Donc, on s'est retrouvé devant une situation où on ne savait pas si les accusations portées contre l'armée française étaient justes ou fausses, vraies ou fausses. On ne savait pas si effectivement la France se rapprochait du Rwanda parce que elle avait beaucoup de choses à se reprocher, donc pour qu'on ne sache pas la vérité, elle essaye de se rapprocher. Mais enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Et moi, je pense que pour qu'une réconciliation puisse être comprise, il faut clarifier les choses d'abord. Et la difficulté que la France a aujourd'hui, c'est de ne pas être capable, en mesure, avoir le courage politique de dire précisément que toutes les accusations qui sont portées contre l'armée française sont fausses. On peut accuser la France d'autre chose, mais pas d'avoir organisé, planifié et exécuté le massacre. Mais quand même, le Rwanda est présenté comme un modèle pour l'Afrique. Il en est un sur le plan économique. Non, mais ça, c'est de la propagande d'ailleurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on sache d'où... Écoutez, quand on me parle du Ghana, on me dit que le Ghana est un pays qui se bat, mais parce que le Ghana travaille qu'avec ses ressources. Le Ghana ne va pas piller les ressources de son voisin. Bon, alors, le Rwanda, il faut qu'on nous dise d'où viennent les ressources du Rwanda pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Rwanda. Je pense que ce soit les Occidentaux ou les Africains qui prennent le Rwanda comme modèle, il faut qu'ils demandent clairement d'où viennent les ressources du Rwanda pour construire ce pays. Si on viole les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et qu'on se tait, si on massacre les populations civiles, si on utilise les enfants dans les mines de diamants et de coltan, si chaque jour les populations congolaises sont en instabilité permanente jusqu'à la tête du pays, parce que le Rwanda mène des incursions qui sont aujourd'hui démontrées par la MONUC, je pense que ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas très correct. Il faut dire la vérité sur ce qui se passe et alors à ce moment-là, eh bien, on va applaudir le Rwanda. Si le Rwanda arrive à se développer par ses propres ressources, moi, je serai le premier à dire, allez voir comment ils font parce que leur méthode est efficace. Mais si c'est pour se développer en dépouillant le voisin, je pense que ce n'est pas très honnête et ce n'est pas très correct et ce n'est pas comme ça que l'Afrique va se développer. Charles Onana, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Je vous remercie.